nous entamons notre table ronde « Quelle technique pour quel homme ?» autour de Jean-Marc Potvin et Tugdual Derville. J'ai le plaisir de laisser maintenant la parole à Jean-Marc Potvin. Je vous ai présenté dans un brouhaha, Jean-Marc, donc je me permets de vous représenter. Vous êtes ingénieur, vous êtes spécialiste des hautes technologies. Vous avez participé à la fondation de plusieurs startups et depuis quelque temps, vous êtes en train de créer une application qui pourra nous aider, à travers nos smartphones, à prendre soin des personnes en souffrance, des personnes sans abri de nos quartiers. Vous pouvez... Bonjour. Sur ce thème, il n'y a de technique que d'hommes. Je n'ai pas trop les moyens intellectuels de parler comme Jean Guilhem et de donner cette perspective magnifique qu'il a pu nous donner. Du coup, je vais vous parler simplement de ce que je connais un petit peu et dans l'Internet, dans le web, et en particulier de faire un zoom sur ces techniques qui ont envahi nos vies et qui sont les réseaux sociaux. Et essayer de montrer un petit peu l'ambivalence qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on assiste à un phénomène qui est assez chouette finalement, qui est cette volonté des hommes de s'interconnecter. C'est-à-dire que quand on a inventé le web a permis de relier les machines entre elles ou des documents entre elles, ça c'était le web des années 90. Et là, depuis les années 2000, on a maintenant le web des personnes qui s'est créé, c'est-à-dire les gens se sont précipités pour aller se connecter, soit entre eux au niveau familialement, soit au niveau professionnel, soit une espèce de vie publique sur les réseaux, etc. Et quelque part, c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de rester en contact, de partager, de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles de l'autre, y compris quand on est resté à distance. Donc il y a une belle part de ça qui est un mouvement voilà, qui permet une convergence en plus sur l'ensemble de la planète. On garde des liens avec des gens qui peuvent être très éloignés. Ça peut déboucher sur des activités physiques aussi, des vraies rencontres. On organise des événements aujourd'hui par Facebook. Et évidemment, l'ambivalence de ces technologies, on se rend bien compte qu'il y a un problème quand même. C'est-à-dire que un de mes amis qui, pour fêter un événement familial, emmenait ses enfants et ses parents, donc c'était un gros événement, dans une île paradisiaque à Bora Bora. Et il avait un problème un petit peu de notoriété, il ne voulait pas que ça se sache, et donc il a empêché ses petits-enfants de dire vous ne postez rien sur Facebook, personne ne doit savoir qu'on est là. Et bien les petits-enfants, ça ne s'est pas passé leurs vacances en fait, c'est parce que ce n'était pas sur Facebook, ça n'a pas existé, quoi. Ils étaient incroyablement frustrés d'être sur cette île Bora Bora et de ne pas pouvoir le partager. On a l'impression qu'on les avait amputés d'une partie de l'expérience. Et en fait, on se rend compte que ces réseaux, ça peut être aussi une fuite du monde, une fuite de la vraie relation à l'autre, une fuite de son corps, une fuite de son intériorité, une espèce d'activisme, un paraître, une fausse vie que je vais m'inventer, qui n'est pas ma vraie vie. Enfin bon, on se rend compte qu'il y a un problème, on n'est pas bien au clair sur quel est ce problème. Je peux vous dire que pour avoir travaillé dans certains groupes qui ont soit lancé, soit tenté de lancer des réseaux sociaux, on se retrouve parfois au milieu de gens qui réfléchissent, qui mettent leur intelligence pour concevoir ces réseaux. Et une de leurs questions, c'est comment faire en sorte que les gens s'inscrivent et comment faire en sorte que les gens reviennent. D'accord, l'acquisition et l'engagement. Et pour travailler sur ces deux aspects-là, qui sont cruciaux, parfois ils vont jouer sur des cordes de façon explicite. Moi, j'ai vu et écrit sur des slides. C'est-à-dire que les moteurs d'engagement, on va dire, bah, tiens, par exemple, on va travailler sur l'ego. Donc on sait très bien que quand on a une blessure d'ego, ça fait mal, mais quand on a un ego qui est flatté, ça fait du bien et on a envie que ça recommence, hein, c'est une caresse. Donc on va travailler sur l'ego, on travaille sur la vanité. J'ai vu l'expression, c'est un moteur de vanité. Vous savez, quand vous faites votre tweet et que vous vous rendez compte que vous avez été retweeté 125 fois, il y a une jubilation, quoi. Vous retournez voir en disant « Waouh, ça y est, là j'ai un truc… » Enfin bon, voilà, moteur de vanité. Et puis… Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne très très bien. Alors, d'autres réseaux sociaux vont travailler sur des choses un peu plus profondes, quoi. Enfin un peu plus profondes au sens un peu plus viscéral, quoi, hein. Donc vous avez ces réseaux de drague, ces réseaux de relations qui permettent d'envisager une espèce de commerce sexuel avec quelqu'un, etc. Donc qui ont un succès énorme, hein. Et c'est pas que Internet, déjà le Minitel a fait quelque part son succès avec ça.
Donc on se rend compte que ces nouvelles technologies de réseau qui essayent d'interconnecter les hommes, oui, il y a une part de bien, et puis cette part quelque part qui nous emmène vers un endroit où on sent qu'on est un peu moins humain. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui y réfléchissent, hein, qui travaillent là-dessus. De façon... Je ne sais pas si vous connaissez le terme « humble bragging ». C'est un terme anglais qui associe deux mots contradictoires, « humble » qui est donc l'humilité, et « bragging » qui est la vantardise. Ça, c'est un moteur, le humble bragging, qu'on utilise. On sait que les gens, ils vont dire « Ok, je ne vais pas aller sur un réseau social pour me vanter, mais par contre, si j'arrive quand même à me vanter, mais tout en apparaissant un peu humble, voilà. » Et on va te donner des outils pour faire ça. On va te donner des outils. Par exemple, sur un réseau social professionnel, vous mettez en valeur votre profil. On se dit, tiens, on pourrait, par exemple, c'est une partie de moi finalement, montrer les livres que j'ai lus. Donc je vais donner la possibilité de créer ma bibliothèque sur mon profil, de sorte que je vais pouvoir échanger avec des professionnels sur les livres que j'ai lus. Et faites l'exercice d'aller mettre les livres de votre bibliothèque en ligne pour que les autres le voient. Et vous verrez, vous ferez du humble bragging, parce que vous allez choisir les livres un petit peu intéressants, qui par rapport à votre profession font bien, qui vont vous mettre en valeur. Pas forcément que vous avez lu, pas forcément votre livre préféré, mais voilà, ça c'est du humble bragging. Donc vous voyez que, et on se fait piéger, hein, parce qu'on vient jouer avec des cordes qui ne sont pas forcément les bonnes cordes, hein, qui sont des pathologies de l'âme quelque part. Là, vous avez repéré l'orgueil, la luxure, la cupidité, enfin un certain nombre voilà, et ça marche, évidemment. Maintenant, je voudrais parler un petit peu d'entourage et vous montrer qu'on pourrait très bien imaginer des réseaux sociaux qui utilisent ces mêmes technologies et qui auraient un effet inverse, c'est-à-dire qui permettraient de partir de gens qui ne se connaissent pas forcément ou qui habitent peut-être juste dans le même quartier, mais qui ne sont pas en lien, et de les pousser vers une relation, vers le réel, vers le concret de « je rentre en relation avec toi, je te connais et je parle ton nom ». Et l'idée est venue dans les villes. Je pense que vous aurez tous remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui dorment sur les trottoirs dans des conditions assez désastreuses et qui souvent sont seules. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de violence entre les personnes de la rue. Alors, parfois, elles arrivent à se regrouper à 2 ou 3, mais donc il y a peu de réseaux vraiment de solidarité et de relations. Et ces gens-là ont en général assez peu, voire pas du tout, de relations avec les habitants des villes qui pourtant voient tous les jours, hein, qui passent tous les jours devant eux. Et c'est de se dire, là, c'est perdant-perdant ce truc-là, parce que la personne qui est sur le trottoir et qui est invisible, elle n'a pas de nom, elle se dit non seulement je suis dans une situation désespérée, mais en plus, voilà, ces gens-là m'ignorent globalement, j'existe pas, quoi, je suis plus un homme. Hein. Je deviens couleur macadam, c'est Xavier Emmanueli qui dit ça, du SAMU social. Mais pour l'habitant, c'est pas super satisfaisant non plus, en fait, parce que sa dignité à lui, il devrait avoir une dignité royale. Hein. Un roi, il fait régner sur son territoire la justice. Et là, sur son territoire, c'est-à-dire le trottoir qu'il emprunte tous les matins, il y a une injustice flagrante, et je m'arrête pas. J'ai plein de bonnes raisons, hein. J'ai pas le temps, je sais pas comment faire, je suis seul, j'ai pas l'info, le type il va me demander quelque chose, je serai peut-être en galère et pour lui répondre et j'arriverai pas, j'ai peur, j'ai des préjugés, etc. Et l'idée d'entourage, c'est d'essayer de voir si on arrive, en rassurant quelque part l'habitant, en disant, voilà, dans ta poche, tu es dans une situation de mobilité, donc il y a de la géolocalisation, je sais où tu es, au moment où tu fais une rencontre, je vais t'amener des éléments qui vont te rassurer pour oser rentrer dans cette relation avec la personne que tu croises tous les matins, lui demander son nom. Et si un jour cette personne, une fois que tu as établi la relation avec elle, te dit bah, « tu pourrais pas m'aider s'il te plaît, là je me suis fait casser la figure cette nuit dans une bagarre, j'ai mes dents cassées, j'ai besoin d'aller voir un dentiste », et bien là je suis pas tout seul et je peux trouver l'info. Je dis ouais, attends, tiens, je sais qu'il y a tel service pas loin, ou d'ailleurs on peut t'emmener. Je peux faire appel à ton entourage, c'est-à-dire qu'il y a les gens que tu connais et qui sont venus te voir quelque part par le réseau sont mis ensemble. Et on leur donne un espace collaboratif dans lequel on peut dire, bah voilà, demain matin, on va emmener Martin chez le dentiste, ou plus légèrement, hein, on l'emmène ce soir au cinéma, qui veut venir avec moi. Et du coup, c'est quelque chose qui tendrait à essayer de rapprocher les voisins, des gens qui habitent un même quartier, dans ce cas-là, autour d'une situation de détresse qui est une personne sans abri. Donc là, c'est tout nouveau, c'est un pari, on est en test actuellement, donc il y a un démarrage de cette appli, on est en train de le tester avec des jeunes assos, avec l'association Paris Solidaire de Sciences Po, avec voilà, qui sont des jeunes qui s'emparent assez naturellement de ces technos-là, et de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est socialement acceptable, quelque part, de sortir son téléphone dans la relation, de faire quelque chose. Donc, voilà. Donc,
je vais terminer là-dessus, on va essayer de ne pas prendre trop de temps sur votre belle journée, là, pour dire que voilà, ce petit zoom sur une technologie particulière de réseaux sociaux, vous comprenez qu'on peut l'avoir avec le bien qu'elle amène, ou avec son ambivalence, c'est-à-dire le mal qu'on peut en faire quelque part. On peut aussi, à la conception de ces technologies, essayer de jouer sur des cordes qui ne sont pas les bonnes cordes, comme malheureusement on voit faire sur certains gros réseaux à succès. On peut aussi essayer de jouer sur des bonnes cordes, c'est-à-dire que de même que quelque part par vanité, on a peut-être envie d'avoir plein d'amis sur Facebook, de même peut-être que quand j'ai un événement joyeux, et en général quand est-ce que je suis heureux, c'est quand je donne, ou quand je me donne. Donc là, quand je donne du temps à une personne dans la rue, en fait ça va me rendre heureux parce que je vais me rendre compte que cette rencontre va me grandir moi-même, hein, je vais retrouver ma pleine dignité. Et ben, quand je suis joyeux, j'ai envie de le dire. Et si j'ai envie de le dire, ben, quelque part, je fais aussi le même travail que quand je joue sur la corde vanité, c'est-à-dire que ben, les gens vont avoir envie de faire comme moi et eux aussi peut-être d'être joyeux et de retrouver cette dignité. Donc je pense qu'on peut utiliser ces techniques en essayant de faire en sorte quelque part qu'elles activent le meilleur des hommes, quoi. Merci beaucoup. Vous êtes un défricheur. Vous nous montrez ces initiatives dont on aimerait tant qu'il y en ait qui germent à foison après ce week-end. Merci infiniment. En plus, sur cette limite délicate de l'homme et de la technique. TUC-Dual, qui arrive le 3e, va entrer en résonance à la fois avec les propos de Jean Guilhem et avec les vôtres, Jean-Marc. Merci beaucoup, Ségolène. Merci, Jean-Marc. Oui, j'écoutais fiévreusement, surtout que je crois que j'avais appliqué énormément, sans forcément le savoir, la technique de l'humble orgueil que tu décris. Je voyais ma femme qui rigolait. Et au fond, quelques points peut-être pour rentrer en résonance avec ce qui est dit, parce que j'ai fait une rencontre il y a pas mal d'années avec Alain Grimfeld, qui était président du Comité consultatif national d'éthique, et qui m'a dit, sur les sujets éthiques que vous venez m'expliquer, bon, je suis à peu près d'accord avec vous, bon, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la rupture ontologique. Ils sont en train, disait-il, en discutant avec beaucoup de scientifiques, d'imaginer aller sur ce point qu'a évoqué Jean Guilhem, le point de la singularité, à partir duquel l'homo sapiens basique sera dépassé par l'homme augmenté. Et ça, disait-il, c'est la rupture ontologique face à laquelle il faut que nous soyons extrêmement vigilants, et que lui, disait-il, je n'accepterai pas, disait-il. Et je pense que, effectivement, cet enjeu, c'est l'enjeu humanitaire, politique, scientifique, spirituel du siècle. Comme le disait Jacques Attali dans une tribune de Slate.fr titrée « Vers une humanité unisexe », il s'agit, je le cite, et Jacques Attali disait « J'ai parfois des fulgurances intellectuelles qui me dépassent moi-même ». Fin de citation. Il s'agit pour nous de identifier et défendre le sanctuaire de notre humanité. Fin de citation. Et je recite encore Attali, il disait, est-ce que nous serons des artefacts producteurs d'artefacts, produits artificiels, ou alors est-ce que nous allons faire que l'amour et l'altruisme demeureront les moteurs de l'histoire? C'est encore de lui. Et au fond, ça vient de très loin, et ça va très loin. Ça vient de très loin parce que les grands fantasmes prométhéens, vous les connaissez, c'est le mythe de Prométhée ou le mythe d'Icare aussi, cet homme notre humanité, qui pense dans sa toute-puissance pouvoir tout maîtriser. J'entendais Jean-Luc Marion qui disait à une époque, on a cru que l'industrie c'était le bien et la Première Guerre mondiale était essentiellement une bataille d'industrie contre industrie. Donc l'enjeu qui est derrière, et j'ai entendu aussi chez Benoît XVI dans, je crois c'est dans La charité dans la vérité, au fond, attention à ne pas confondre le faisable avec le bien. Attention à ne pas confondre le faisable avec le bien, mais attention aussi à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention à ne pas jeter les magnifiques progrès technologiques en même temps que la réflexion sur ce qui libère et sur ce qui aliène. Ça vient de loin. Au XIXe siècle sont nées les grandes ligues eugénistes. Darwin ayant montré que nous évoluions, Galton, son cousin,
a développé, a inventé le mot eugénisme pour dire puisque nous évoluons et que nous progressons de manière technique, au risque même que survivent parmi nous des êtres inférieurs qui seraient morts par la sélection naturelle, il faut, disait Galton, que la société, les grandes sociétés démocratiques, empêchent les indigents, les pauvres, les malformés, les délinquants de se reproduire. Et Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, médecin français, avait développé la biocratie, une théorie selon laquelle il fallait, c'est extrêmement violent, reconditionner au fouet les délinquants, stériliser de force tous les indigents et tous ceux qui ne garantiraient pas la continuation du progrès de la race. Alors, je me suis un peu interrogé en nous entendant réfléchir ces jours-ci sur l'évolution. Voilà. Est-ce que c'est bien notre évolution? Vous savez qu'on perd des dents de sagesse qui sont plus nécessaires pour mastiquer la viande de nos ancêtres. Vous pensez, il y a une espèce qui a beaucoup évolué, c'est le ver à soie. Vous savez, elle n'existe plus à l'état sauvage. Le ver à soie, pour être extrêmement performant, a évolué lui-même. Il n'a plus de couleur, il est insipide, d'un blanc insipide. Il n'a plus d'ailes, il ne vole plus, et parce qu'il est entièrement conditionné par sa performance. C'est une espèce entièrement domestiquée grâce auquel on peut se vêtir. C'est peut-être mon cas. Donc on peut s'interroger sur au fond ces grands mythes prométhéens de toute puissance. Et Alain Grimfeld me disait, au fond, ce qu'on néglige souvent, c'est la barrière de complexité. Face aux progrès énormes qui nous font fantasmer sur ce cyborg qui va un jour nous montrer que nous sommes des sous-hommes, il y a cette question que l'homme est plus complexe, que ses connaissances sont toujours très inférieures à ce qu'il peut encore découvrir. Plus on découvre d'espèces nouvelles, par exemple d'insectes, 40 000 espèces de charançons, et plus on imagine qu'il y en a bien d'autres qu'on n'a pas encore découvertes. Mais déjà, cette humanité augmentée fait fantasmer sur des progrès technologiques tels que, par exemple, ceux auxquels on greffe un bras articulé, je lisais cela d'un médecin, pour beaucoup finissent par renoncer à l'utiliser tellement ils avaient imaginé que ça serait facile. Et ils découvrent qu'au fond, il faut une énorme éducation, un énorme apprentissage pour pouvoir déployer cette magnifique technologie d'un nouveau bras articulé pour quelqu'un qui aura été amputé. Et donc, tout à l'heure, Jean Guilhem nous a parlé d'intériorité. Moi, je me suis rappelé d'une fable de La Fontaine où on va chercher la fortune extrêmement loin et on finit par la retrouver à sa porte, comme si finalement la plus grande richesse qu'on pouvait trouver effectivement était au plus profond. Jusqu'alors, je disais, une puce électronique incluse dans le cerveau qui pourrait permettre à un tétraplégique de mobiliser un exosquelette asservi à sa pensée, fantastique. La même puce électronique qui va vous garantir de mauvais sentiments, vous mettre de bonne humeur pour le passage de Jean Guilhem, douteux. Quand j'en ai parlé à Philippe Pozzo di Borgo, il était dans un lit d'hôpital, vous savez, notre ami qui est à l'origine du film Intouchable, qui sera diffusé sur TF1 lundi prochain, paraît-il, et qui nous a envoyé un message de soutien. Quand j'en ai parlé avec lui, en lui faisant mon beau petit boniment, il m'a dit « Oula, pas de ça pour moi ». Il y a un professeur qui m'a dit « Je vous propose de vous implanter dans le cerveau et en situation de grande vulnérabilité avec une incapacité absolue de mobiliser le bas de son corps sous le cou ». Eh bien, Philippe Pozzo était peut-être plus lucide de dire « Attention, on ne joue pas avec mon cerveau ». Ce n'est pas si simple. Donc ne pas jeter pour autant le bébé avec l'eau du bain. Si on mettait sur la table toutes nos augmentations, certains mourraient du fait de ce qui les maintient en vie, nous poserions toutes nos orthèses, moi j'arriverais pas à vous voir, d'autres n'arriveraient pas à m'entendre, et on serait tous tout nus, et on aurait peut-être froid. Voilà, enlève tes sandales, car le lieu que tu foules est béni. Ce grand paradoxe que l'homme est fait pour être augmenté, à commencer par des sandales pour ne pas se blesser le pied, et puis nous continuerons à nous développer. Alors comment est-ce qu'on peut affronter ce sujet sans jeter le bébé avec l'eau du bain? Ça a été très bien dit par Jean Guilhem et je me permets d'insister. Le principe d'unité, il en a parlé en évoquant implicitement la fracture nord-sud qui déjà existe avec les technologies. La lutte contre l'infertilité se développe de manière folle en Occident, alors que les mêmes moyens sauveraient de l'infertilité tant et tant de personnes qui n'ont pas accès aux soins primaires.
Mais c'est l'unité aussi du corps et de l'esprit. Dans le lobby de la transhumanie, il y a un refus absolu de la transcendance. Nous ne sommes qu'un amas de cellules réduit à des équations et le fantasme, c'est que nous pouvons parfaitement transférer notre être dans une machine. Je cite 3 grands adeptes de cette transhumanie. Ray Kurzweil, qui est un inventeur futuriste, je le cite, « Si on pouvait découpler l'individu de son corps biologique et faillible, on ne serait plus obligé de considérer la mort comme aujourd'hui, on pourrait sauvegarder nos consciences sur des disques durs ou autres supports numériques et du coup atteindre une longévité infinie. » Tom Mitchell, prof d'intelligence artificielle, voilà ce qu'il dit, professeur d'intelligence artificielle. La technologie change tout, bien sûr. Qui sommes-nous? Comment nous travaillons? Comment nous nous percevons? Si nous sommes créatifs, si nous sommes intelligents, nous décollerons de niveau en niveau jusqu'à atteindre le ciel. Et 3e et dernière citation, Peter Diamandis, qui est un grand aussi spécialiste de ce sujet. Nous serons comme des dieux, omniscients, omnipotents, omniprésents. Se débrancher ne se fera qu'au prix d'une immense solitude. Bora Bora. Et donc, il y a vraiment un fantasme face auquel nous pouvons répondre par le principe de vulnérabilité. Et je vois dans ce principe de vulnérabilité l'accueil des 3 dures limites de notre humaine condition. Un corps sexué, je suis incomplet quand je prétendrai représenter l'humanité, le temps compté et la mort inéluctable. Et peut-être que la conscience de la mort est l'un des plus précieux alliés de la vie pour justement qu'elle nous incite à être complètement et pleinement des vivants. Il y a sans doute aussi, et je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure parce qu'il nous a invités à voir de plus près ce sujet, à accueillir un principe d'humilité. L'humus, l'humble ambition du courant pour une écologie humaine est bien de changer le monde, mais le principe d'humilité qui, face à la dilatation des égos, face à ce nombril qui n'en finit pas d'enfler pour devenir un airbag me voilant la vision du monde, nous puissions sans cesse accueillir cette interdépendance, cette fragilité qui est au plus profond de nous, d'où l'importance de témoins comme Philippe Pozzo que je citais tout à l'heure, qui nous appelle à nous désangoisser de ne pas être tout-puissants et peut-être à renoncer à cette société du projet. Voilà, jusqu'à consentir à l'imprévisible, à la mort qui est imprévisible. Dans les débats qu'on a en ce moment, et on aura encore malheureusement pour moi, ma part à descendre dans la rue encore mercredi prochain, ce sujet de l'euthanasie, je vois bien que face à l'angoisse de la mort, certains imaginent vouloir choisir leur mort. Choisir ma mort comme un projet. La mort nous échappe, elle est imprévisible, elle est juste à peut-être apprivoiser en consentant justement que le temps de la mort n'est pas un temps que je peux maîtriser, ni pour moi, ni pour les autres. 3 dures limites. Voilà, j'en ai fini. Et hier, Pierre-Yves Gomez nous parlait de la vie comme le cœur de notre courant. Et au fond, il faut peut-être, pour distinguer les progrès qui nous humanisent et nous libèrent de l'usage de certains progrès qui pourraient nous aliéner et nous asservir, reprendre ce critère de la vie. Est-ce que je suis vitalisé ou dévitalisé par cet outil? Si quand il vibre dans ma poche, la conversation avec mon enfant devient une gêne, peut-être que cet objet doit être source de jeûne. Georgina Dufoy, j'ai eu un échange avec elle, qui était ministre des Affaires sociales de François Mitterrand, n'avait pas eu mon message que je lui ai annoncé ce qui allait se passer en lui demandant de penser bien à nous, et elle m'a dit je faisais un jeûne de portable. Peut-être pas que ça se sache, mais je l'ai dit, bon, ça ne sort pas d'ici, ne tweetez pas ça. Voilà, voir si de temps en temps, en externalisant dans ces objets une grande part de nous, nous ne finissons pas par nous dévitaliser, par devenir comme des mollusques, comme des vers à soie dans leur cocon, qui ont perdu
le sens du réel, de l'odorat. Voilà, je n'ai jamais été scout, mais je dois avouer que je trouve que le scoutisme, pour ce que j'en ai vu chez mes enfants, est une magnifique réponse de temps en temps. Et j'en aurais terminé. Roulons-nous dans la boue. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites. On va faire une très brève table ronde, puisque nous sommes 3 en cercle. Vous nous avez bien présenté tous les 3 comment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, au fond, il me reste une question. J'aimerais que vous apportiez chacun une réponse pour notre public. Et puis pour l'avenir, parce que le courant pour une écologie humaine va continuer à travailler cette question du transhumanisme, comment trouver la limite entre une science totalitaire et la préservation de notre intimité, ce mot de transcendance qui résonne parmi nous depuis hier. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous donner, en plus de tout ce que vous nous avez déjà partagé, une idée pour que nous sachions discerner chaque jour une limite à trouver dans l'utilisation de toutes ces technologies? Moi, je suis bien incapable de donner une réponse à ça, mais je vais quand même dire ce que j'en pense. Avant ça, est-ce que j'ai le droit de rebondir sur un truc que Tugdual vient de dire là, Avec plaisir, Jean-Marc. Parce que donc, tu parles du principe de vulnérabilité. En fait, je pense que c'est carrément l'origine même de l'homme, ça. C'est-à-dire que si on trace sur une courbe la durée de vie d'un mammifère et son temps de gestation, et on place tous les mammifères comme ça sur cette courbe, on a une belle droite parfaite, quoi. C'est-à-dire une corrélation entre le nombre d'années que je vis et le temps que je passe à l'intérieur de la femelle, de l'espèce. Sauf l'homme, qui est carrément à moitié de son... C'est-à-dire qu'en fait, on devrait être dans le ventre de nos mères 18 mois et pas 9 mois. Et c'est pour ça qu'à la naissance, on n'est juste pas opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas fini, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de fourrure, que les os du crâne sont encore malléables, on ne sait pas marcher, les animaux sont opérationnels tout de suite, quoi. Donc, et en fait, l'homme est un prémate. C'est-à-dire qu'on est un grand prématuré, donc la racine même de la race humaine, quelque part, c'est de la vulnérabilité, parce que on ne peut pas vivre dans la nature en étant prémate, quoi. C'est pas possible, sauf s'il y a un papa et une maman qui s'occupent et puis si l'espèce s'organise pour prendre en compte cette vulnérabilité, quoi. Donc, et il n'y aurait pas d'humain sans ça, parce que si on reste 18 mois dans le ventre de la femme, on ne peut pas sortir, la taille du bassin ne permet pas, quoi. Donc le fait que le cerveau puisse se développer alors qu'on n'est pas fini à l'extérieur, crée une intelligence, donc à la racine même de l'humain, il y a la protection du plus vulnérable, qui est le petit prématuré. Ce que tu dis me fait penser à un gros mot finalement. C'est vrai, le poulain, s'il ne se lève pas très vite, est abandonné. Donc si c'est pas marcher tout de suite, est abandonné. Le petit d'homme, au fond, le gros mot qui me vient, c'est l'amour. En fait, nous, on a besoin pour survivre d'amour et d'eau fraîche. D'eau fraîche et pure d'ailleurs, parce qu'on est fragile quand vous mangez une eau un peu... Voilà, vous avez besoin de technologie pour boire de l'eau, mais d'amour aussi. Sans amour, l'être humain dépérit, meurt. Et c'est assez étrange. Peut-être c'est un des points discriminants par rapport à ce fantasme du cyborg qui serait... pour moi, c'est l'archétype, au fond... de la toute-puissance froide, glaciale. Et je dois avouer d'ailleurs que pour avoir entendu certains théoriciens de la transhumanie, bon, certains même qui viennent nous provoquer en disant « Mais les gars, vous voyez ce qui va se passer là ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une confrontation entre les bioconservateurs et les bioprogressistes? Nous serions donc les bioconservateurs. Mais venez discuter parce que l'homme, je pense à Laurent Alexandre, c'est lui qui dit ça, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, dit-il. Je ne sais pas s'il a raison, mais quand je vois les interventions qu'il fait extrêmement froides sur les QI qui sont source d'inégalités, qu'on va pouvoir réguler, etc., je me dis, mais je pressens que la réponse de l'amour est en train d'être évacuée de ce lobby. Je ne dis pas que ces personnes n'ont pas d'amour, mais ils les évacuent totalement, cette réalité qui est celle, au fond, de notre dépendance. Parce que notre vie nous est donnée. De temps en temps, on peut la regarder, tiens, je suis vivant, ça c'est dingue. D'où ça vient? Ça ne vient pas de moi. Mais si je crée un nouvel homme, si je m'affranchis de l'évolution, si je m'affranchis de mon animalité en devenant enfin le créateur,
où est l'amour? Où passe le don? Je pense que... Alors je ne réponds pas à ta question, Ségolène, peut-être parce que je cherche à la fuir. Ouais, où mettre la limite? Je sens bien qu'il faudrait faire des grands états généraux de l'humanité. Il faudrait qu'on les fasse, qu'on se réunisse pour dire, justement, parce que ça demandera beaucoup de travail, à partir du moment où on va accueillir tous ces magnifiques progrès. C'est vrai que quand le livre est arrivé, certains ont dit, l'homme va faire ils ne disaient pas ça comme ça, mais une externalisation de ses compétences, il va perdre de sa puissance en déléguant son pouvoir au livre. Quand l'imprimerie est arrivée, on va dire on va perdre la mémoire, on n'apprendra plus par cœur, la tradition orale, etc. Donc à chaque fois qu'un nouveau progrès intervient, des résistances au changement, qui sont à la fois naturelles et contestables, adviennent en nous. Mais maintenant, comment on va conserver l'amour dans l'exponentielle croissance technologique qui, pour moi en tout cas, me fait déjà mal? Ce nouvel appareil est beaucoup plus performant, il m'a fait gagner beaucoup de temps, il m'a enfiévré, mais il me fait mal parce que je suis déjà dépendant. Donc, comment je peux vraiment vivre une liberté par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous en souffrez, vous, mais moi j'en souffre. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Je suis frustrée comme vous, j'aimerais beaucoup poursuivre. Je vous remercie parce que vous nous avez donné à la fois des directions claires, beaucoup de références à creuser dans les semaines et les mois qui viennent. Nous allons maintenant avoir une petite pause vidéo de quelques minutes pour vous présenter quelques initiatives des équipes écologie humaine un petit peu partout en France, avant de passer à notre table ronde sur le travail. Merci beaucoup Jean-Marc, merci Tugdual. Nous poursuivrons avec plaisir à d'autres moments.